Bienvenue pour un nouvel épisode de The Human Hack, le podcast du facteur humain dans la cybersécurité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 3 représentants de l'association de soutien aux victimes professionnelles de cyberattaques, la SOVICA. Il s'agit de Stéphane Baller, avocat of counsel chez De Gaulle Florence, Delphine Chevalier, fondatrice de Thalia Neomedia, cabinet de conseil et de formation en cybersécurité, et Clément Desrosiers, expert cybersécurité à la tête d'un département de conseil et audit chez Orange Cyberdéfense. Alors, avec ces 3 représentants de l'association, nous allons évoquer comment, grâce à l'association, ils contribuent à libérer la parole des professionnels et entrepreneurs victimes de cyberattaques, mais aussi comment ils aident à mobiliser l'ensemble de l'entreprise autour de cette problématique. Je suis vraiment heureuse que pendant cet échange, on ait pu transmettre la parole des victimes d'actes de cybermalveillance, et j'espère que vous apprécierez cet épisode. Bonne écoute! Pour commencer, est-ce que vous pourriez chacun vous présenter en quelques mots, nous en dire un peu plus sur votre activité professionnelle et puis aussi sur votre rôle dans l'association? Alors, qui veut se lancer en premier? Ouais, je vais démarrer. Donc Delphine, bonjour, bonjour Amandine, bonjour tout le monde. Alors, moi j'ai eu plusieurs métiers dans ma carrière à ce stade. J'ai travaillé dans la finance, j'ai travaillé dans le secteur public. J'ai fait de l'audit, j'ai fait aussi des ressources humaines. J'ai travaillé dans une entreprise qui a été victime d'une grave cyberattaque en 2017. C'est ce qui m'a amené à travailler dans la cybersécurité. Donc aujourd'hui, j'ai un cabinet où on élabore des stratégies de défense et de protection en matière cyber, donc pour nos clients. Et je suis aussi donc la présidente de l'ASOVICA, l'association de soutien aux victimes professionnelles de cyberattaques, dont on va parler avec vous. Oui, avec plaisir. Merci Delphine pour cette présentation. Qui prend la suite? Je vais y aller. Stéphane Baller, je suis avocat of counsel chez De Gaulle Florence. Après avoir croisé Delphine il y a quelques années sur des problématiques d'éducation dans un grand cabinet anglo-américain où nous travaillions ensemble, j'ai rejoint donc ce cabinet de 200 avocats qui a une particularité, c'est d'être très féru d'innovation et de travailler sur toutes ces problématiques de cyber, de digital, d'intelligence artificielle générative. Et du coup, c'est vrai qu'on accompagne des clients dans ce type de problématiques, aussi bien au contentieux qu'en conseil. Et puis, j'ai une vie privée qui s'exprime dans Open Law, le droit ouvert, qui est une association qui regroupe tout ce qui bouge au niveau des métiers du droit, et notamment tout ce qui concerne le digital et ces nouveaux développements que l'on voit avec grand plaisir, mais qui créent un certain nombre de risques pour leurs utilisateurs. Eh oui. Et c'est donc naturellement que j'ai rejoint Delphine dans cette association au moment de sa création, parce que on tient la main à des personnes qui sont victimes de cyberattaques. Alors quand je dis des personnes, ce sont des personnes morales, mais leurs dirigeants comme leurs salariés, leurs employés sont profondément marqués. Et c'est vrai que il y avait une place qui était ouverte pour accompagner dans ces périodes difficiles, avec un geste différent de celui des avocats, les personnes victimes de cyberattaques, en tout cas les personnes d'entreprise. Ok, bon, déjà, ça donne envie d'en savoir plus, mais avant de parler de l'association plus en détail, Clément, est-ce que vous pouvez aussi vous présenter? Oui, pas de souci. Bonjour tout le monde, bonjour Amandine. Alors moi, c'est Clément Desrosiers, donc je suis expert en cybersécurité. J'ai eu plusieurs métiers dans l'informatique en général, puis vers la sécurité. Donc j'ai fait à la fois du technique, de l'opérationnel, de l'organisationnel. J'ai eu pendant quelques années un poste de RSSI dans une grande entreprise française, et maintenant j'ai une équipe de consultants dans un cabinet de conseil où je m'occupe d'un département conseil et audit dans une entreprise pour les clients de la région Grand Est. Et donc voilà, au niveau de l'association, je suis vice-président pour la partie entreprise. Donc voilà, on va avoir l'occasion d'en parler plus amplement durant ce podcast. Exactement. Et du coup, quand est-ce qu'elle a été créée, cette association ? Alors, l'association a été... alors, il y a eu toute une genèse, donc, à laquelle notamment Stéphane a participé, donc, qui était au deuxième semestre 2022. L'association est née juridiquement parlant et opérationnellement début 2023. D'accord, ok. Donc elle est toute jeune quand même. On est tout jeune, oui.
On Et est, comment ouais. on est encore, ouais, oui, on est, je sais pas si entre le bébé et l'enfant, mais on grandit vite, on grandit vite. Oui, vous grandissez Ouais, tôt. il grandit Ouais. vite, ouais, le C'est un bébé, bébé ouais. qui grandit vite. Et comment elle a été accueillie justement quand, comment vous avez été accueillis quand vous avez créé l'association? Est-ce que tout de suite vous avez vu que, bah, il y avait un réel besoin? Il y a des gens qui sont venus vers vous? Vous avez eu des partenaires, voilà, des professionnels qui vous ont contacté? Comment ça s'est passé dès le début? Alors, c'est vrai que la jeunesse de l'association est ce qui nous a amené finalement à monter l'association. Alors déjà, je pense que c'est dans l'écosystème. Moi, j'avais constaté que dans tous les travaux que je faisais sur la thématique, on s'occupait beaucoup, enfin, on essayait de s'occuper de toutes celles et ceux auxquels il n'était pas encore arrivé des incidents graves dans leur environnement numérique. Hein. Et donc là, je parle de professionnels, hein, donc organisation quelle qu'elle soit en termes de taille, en termes de secteur. Donc il y avait un travail très important qui était fait par les instances nationales, les autorités, puis bien entendu aussi tous les acteurs du secteur privé pour se mobiliser, pour protéger toutes celles et ceux auxquels il n'était rien arrivé. Il y avait aussi des choses qui se passaient pour bien entendu les organisations qui étaient victimes, mais principalement dans la partie technique, hein, pour intervenir en cas de crise, mais que finalement les victimes, on les entendait pas, Ouais. elles parlaient pas. Alors je veux dire, elles parlaient peu, parce on entendait un petit peu vaguement quand même deux, trois choses, mais ça restait vraiment très ponctuel, très centré sur des retours d'expérience technique. Donc d'abord c'est parti de ça, de se dire mais finalement toutes les conséquences et finalement la reconnaissance aussi d'un côté victime, hein, suite à un acte de cybermalveillance, il n'y a pas grand chose qui se passe. Et donc au deuxième semestre 2022, et notamment donc Stéphane a fait partie des premières personnes avec lesquelles j'ai échangé, hein, mais pas uniquement. Donc rapidement, on a été une petite dizaine. Donc on a travaillé au deuxième semestre à partir de ce constat, en se disant mais les victimes elles parlent pas, elles parlent peu. Ça ralentit la construction effectivement d'une compétence collective pour mieux se protéger et mieux anticiper. Et puis aussi, on se dit, mais on parle effectivement beaucoup technique, mais on ne parle pas des conséquences humaines, des conséquences sur les métiers et quelles peuvent être les conséquences sur le moyen long terme. On est très sur la partie au moment de l'attaque, voilà, ce qui s'est passé pendant les semaines de crise IT, on va dire. Mais après, dans la partie humaine aussi pendant la crise et surtout dans le après, on n'en entend pas parler. Quand on a fait ces travaux, il y a un autre axe qui est apparu dans les personnes qui ont contribué, c'est qu'il y avait une forme de souffrance dans la profession cyber. Alors tout le monde n'est pas en souffrance hein, dans la profession cyber, mais il y avait quand même des personnes qui nous exprimaient une forme de mal-être, une forme de souffrance. Et donc on a mis aussi dans l'association et dans l'objet de l'association, on aura l'occasion d'en reparler, un axe aussi de soutien à la profession. Oui. Et donc du coup là, si on reparle un peu plus en détail des missions de l'association, qu'est-ce que fait l'association? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Comment est-ce que vous aidez les victimes? Comment ça se passe en fait tout ça? Alors, Si en on fait, reparle des dans missions. le positionnement, je crois qu'il Ouais, est important de dire qu'on s'occupe des entreprises. oui, Les grandes entreprises, en général, sont bien équipées, ont tout un staff qui, à la fois au niveau technique, au niveau accompagnement, au niveau RSSI ou au niveau directeur informatique, ont des équipes assez larges et les moyens de se payer des consultants. Mais après, vous avez toute une partie de l'économie ouais, de TPE, de PME, de TI, qui sont un petit peu plus fragiles, un petit peu moins fournis. Et ça, c'est le premier élément, c'est de pouvoir en fait proposer à ces entreprises des témoignages, car c'est souvent comme cela que l'on apprend, et de pouvoir être une porte ouverte à ces témoignages d'entreprise. Les personnes individuelles ont déjà des services qui ont été mis en place par le gouvernement, et l'idée pour nous n'est pas de nous superposer par rapport à ce qui existe dans le gouvernement, fait par le gouvernement, pardon, mais vraiment d'intervenir en plus. La deuxième chose, c'est d'avoir un réseau, d'une part de gens donc, auxquels l'histoire est déjà arrivée, et c'est vrai que en écoutant les histoires des autres, ça donne des idées, ça peut motiver, puisque quelquefois on a des directions générales, même en tant que conseil, qui sont difficiles à motiver, parce que tout ça, toute cette prévention, c'est de l'argent. Hein. Nous, chez De Gaulle, on a 7 informaticiens en permanence et on a un budget conséquent pour protéger les données de nos clients. Et du coup, derrière cet investissement, il faut des argumentaires, il faut de la motivation, et on contribue à donner des exemples de cette motivation. Et puis, troisième élément,
dont Delphine parlait, c'est cette assistance, cette écoute que l'on peut avoir parce que l'on est passé par là, parce qu'on peut vous mettre en relation avec d'autres personnes qui ont le même type de problème, et puis parce qu'on est dans un écosystème où on connaît les différents interlocuteurs. Alors quelquefois pendant la crise, c'est assez compliqué parce que première chose, c'est on essaie de survivre, on essaie de passer les 3 à 6 mois qui très souvent vont perturber votre activité. Et dans la reconstruction, c'est vrai qu'on a tous des possibilités pour pouvoir contribuer à cette reconstruction et proposer un certain nombre d'aides qui existent déjà, qui ont déjà été mises en place. On sait un petit peu ce qui marche moins bien. On a des environnements, il y a des systèmes de formation, de sensibilisation qui vont être à ce moment-là mis à disposition des membres de l'association. Vous savez, c'est un truc bizarre, mais quand vous avez une attaque qui arrive, notamment vis-à-vis des assurances, il faut tout de suite être en mesure de pouvoir déterminer les données qui vous ont été volées. C'est vrai que trouver le bon conseil qui est capable d'intervenir dans l'heure et arriver à détecter les données qui ont pu vous être volées, c'est vrai que l'adresse de ce bon conseil, c'est déjà un service que l'on peut apporter. Oui, donc vous êtes un peu, vous allez aiguiller finalement en fait les gens qui viennent vers vous. Et est-ce que quand ces victimes, ces professionnels, quand ils se tournent vers vous, de ce que j'ai compris, j'ai l'impression que c'est peut-être pas au cœur de la crise, mais finalement un petit peu après, quand ils sont en train de se remettre dans les rails ou pas? Ou ça peut être tout autant en pleine crise? Alors, à ce stade, en fait, on a un gros travail, puisque c'est vraiment là où on a puisé les origines de l'association. On a un gros travail d'aller faire parler des victimes. Donc, c'est vrai que dans notre première année, on s'est extrêmement concentré à écouter des victimes d'actes de cybermalveillance, donc des victimes professionnelles. Et également d'écouter des personnels qui travaillent dans la profession de la cybersécurité au sens large. Donc c'est vrai qu'on s'est naturellement positionné en année 1 sur donc des personnes qui ont été victimes il y a quelques mois, puisque effectivement déjà aussi pour être en mesure de parler, pour accepter de parler, je pense que c'est aussi assez naturel, il faut avoir peut-être digéré un certain nombre de choses. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas eu matière à être contacté de façon directe par des gens qui étaient en crise depuis quelques jours ou quelques heures. À ce stade, c'est pas la vocation de l'association, mais comme on est encore donc jeune, on a encore pas mal de choses à explorer et aussi à décider avec nos partenaires et puis les membres de l'association sur des choses que l'on mettra peut-être en place dans un futur proche ou lointain. On a été en contact avec des CSIRT, donc qui sont ces centres de réponse à incidents et donc pour aider dans les régions les entreprises victimes. Et c'est vrai qu'on regarde avec eux, il est fort probable qu'à terme, on intervienne aussi, donc mais essentiellement sur cette partie aussi de soutien psychologique, dont je pense qu'on aura l'occasion de reparler un petit peu plus tard. Et plus on avance en fait dans le temps, parce qu'on a une amélioration continue au sein de l'association, puisque justement on constate des évolutions dans les victimes, dans le sens où une victime de cyberattaque ne va pas forcément être la personne visée par une attaque ou la personne pour qui des données ont fuité, pardon, Oui. ou des entreprises pour lesquelles des données ont fuité. On a vraiment le constat d'avoir vu d'un panel assez varié de gens ou de sociétés qui se retrouvent victimes. Les partenaires des sociétés attaquées, Oui. les personnes qui vont travailler aussi en interne, qui ont un certain rôle dans la société qui se fait attaquer ou qui est victime d'une cyberattaque. Via un de ses fournisseurs ou un de ses partenaires. Oui. Et donc les victimes évoluent, oui. du moins les profils évoluent. Ouais. Donc vous pourriez pas dire que y a un type de profil où les personnes qui vous appellent sont peut-être, alors j'ai quand même, c'est peut-être comme vous disiez tout à l'heure Stéphane, des TPE, des PME, on est quand même peut-être sur
des organisations un peu de taille plus réduite que des grands groupes, j'imagine. Mais sinon, est-ce que vous diriez que ces victimes, elles ont quelque chose en commun? Est-ce qu'elles partagent quelque chose? Peut-être du stress, toujours de la souffrance, un sentiment de solitude face à ce qui leur arrive? Est-ce qu'il y a des choses qui se dégagent, qui se démarquent de tous ces témoignages que vous avez pu recueillir? Alors parfois, oui, la solitude ressort de certains témoignages, dans le sens où les personnes font face à des situations auxquelles elles ne sont pas forcément préparées. Et même si elles sont préparées, de toute façon, quand la situation arrive, elle est compliquée à gérer. Euh, Maintenant, globalement, il n'y a pas de tendance qui se dégage là-dessus. C'est assez varié et globalement, tout type d'entreprise peut être amené à nous contacter. Mais ça, on le voit dans le temps, parce que comme rappelé par Delphine, en fait, plus le temps passe, plus les langues se délient. Et en fait, on a parfois des témoignages qui datent d'il y a plusieurs années, mais les gens ont besoin en fait d'en parler, tout Ouais, simplement. ouais. Parce qu'en fait, en interne, eux, dans leurs organisations, finalement, il n'y a pas eu ce travail qui s'est fait autour de échanger ou de ce travail de parole autour de ce qui s'est passé finalement. Ça a été géré peut-être sur la partie technique, et une fois que c'est passé techniquement, bon, on considère que tout le monde est passé à autre chose, mais en fait, non. Bah, Alors, oui, le vas-y, Stéphane. problème, oui, pardon, le problème dans ce type de situation, comme dans toute situation de crise, c'est que on n'est pas fier en fait. Vous savez, le problème de la compétitivité dans le capitalisme, c'est que on doit, en bon chef d'entreprise ou en bonne équipe en charge d'une problématique, avoir toujours un coup d'avance. Et c'est vrai que si on se remet quelques années en arrière, il y avait un petit club de gens qui se sentaient atteints et qui ne voulaient surtout pas en parler, à commencer par ses clients ou ses fournisseurs. Sachant que en plus vous avez beaucoup de portes d'entrée, des gens qui vous attaquent, qui indirectement vont passer par chez vous pour aller chez votre voisin. Donc c'est vrai que tout le monde était un petit peu mal à l'aise, mais ce que je constate, comme le disaient Clément et Delphine, c'est que les langues se délient. Il y a une sorte de coming out qui se fait autour de ces questions. Et puis il y a aussi, je pense, dans l'actualité, quelque chose qui montre, notamment à l'approche des Jeux Olympiques, que ça peut arriver à tout le monde. Et du coup, à partir du moment où on est tout le monde, même si on se sent un petit peu meilleur, peut-être que on peut plus facilement parler. Après, derrière, il y a une œuvre de résilience et de deuil à réaliser quand ça vous arrive, parce que vous avez bien entendu tout mis en place très souvent pour que ça ne se passe pas. Vous avez réalisé plus ou moins des exercices de crise qui vous ont permis normalement d'encaisser le choc. Et le problème de ces exercices, c'est qu'ils sont faits pour vous préparer. C'est une sorte de gymnastique préparatoire. Et bien entendu, le jour où ça se déroule, ça ne se passe pas de la même manière que la manière théorique dont vous avez pu anticiper les choses. Et on voit que ce qui fait la différence, c'est souvent la cohésion qu'il peut y avoir entre les femmes et les hommes au moment de cet exercice de crise. Et finalement, c'est un très bon stress test pour savoir dans quel niveau de solidarité peut être une organisation. Mais vous imaginez par les temps actuels que c'est quelque chose qui est différemment partagé sur le marché. Oui, bah oui, j'imagine. Et du coup, vous diriez que pour mieux se préparer à ce genre de crise, même si on peut jamais s'y préparer complètement, faire des exercices de crise et des vraies simulations, c'est Ben, ça qui peut aider. Est-ce qu'il y a d'autres choses Ouais. qui pourraient être Il mises en place? il y a une chose très impressionnante, moi, que j'ai découvert et que je pratique régulièrement avec Delphine, c'est que, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut bien voir que ces questions de cyber ne sont pas que des questions d'informaticiens, loin de là. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut savoir les accompagner, à la fois, il faut savoir que l'on est touché, même si techniquement, on n'a pas de problème. Et puis, un truc stupide, hein, comment est-ce que vous faites pour travailler demain sans avoir une liste téléphonique électronique parce que la cyber a mis en rideau votre système? Ben, ça fait partie des stimuli d'imagination qui sont assez intéressants, je trouve, pour les opérationnels qui ne sont pas spécialistes de l'informatique, comme je le suis, par exemple. Et Delphine, je sais que tu as encore plein d'autres exemples. Oui, et pour rajouter, je pense qu'effectivement, donc pratiquer, voilà, est important. Il y a vraiment une question de posture.
Et c'est vraiment une posture d'humilité. Le nouveau patron de l'ANSSI dit régulièrement dans ses interventions, pas besoin d'être une cible pour être une victime. Et c'est vrai, déjà se mettre dans cette posture intellectuelle, et comme Stéphane et Clément en parlaient, ça peut arriver à n'importe quelle organisation, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur, et que malgré tout ce que l'on aura pu anticiper, ça peut arriver. Et c'est vrai que c'est déjà une question de posture intellectuelle, hein, dans une équipe, hein, de ne pas se sentir invincible, de savoir que l'on est déjà vulnérable. Et ça, c'est déjà un grand pas, effectivement, sur le chemin, donc, de la déculpabilisation aussi quand ça vous arrive et dans les mois qui suivent, hein, qui sont donc quand même au cœur des travaux de l'association, de déculpabiliser, hein, et on déculpabilise par le partage d'expérience. Donc je crois que cet élément de posture intellectuelle et d'humilité est aussi extrêmement importante pour se préparer. Mais oui, oui. Et puis se débarrasser, oui, d'un éventuel sentiment de honte, Oui, etc. Donc, et du coup, Stéphane, tout à l'heure, vous parliez un peu du deuil, et c'est vrai que peut-être ce qui se passe après la crise ou après l'attaque, ça peut s'assimiler un peu aux différentes phases du deuil. Finalement, on a la colère, on a peut-être le déni, il n'y a pas la honte dans les phases du deuil, mais est-ce que ça se rapproche un peu de ça, finalement, ce que traversent les personnes qui ont été victimes d'actes de cybermalveillance ou de cyberattaques? Il y a pas la honte, mais il y a l'injustice. Ouais, ouais. ouais, Euh, justice, ouais. pourquoi ça m'arrive à moi? Alors en plus, vous avez quelquefois, mais là c'est Clément qui va me reprendre, des questions d'articulation entre des directeurs informatiques, des Et RSSI, des oui. directeurs juridiques, une direction générale. Tout ça, en fait, c'est quelquefois un petit peu compliqué à mettre en œuvre, et ce sont des sinistres qui durent très longtemps. C'est-à-dire que si vous prenez en compte la partie indemnisation, assurance, litige avec les uns les autres, et remise à niveau du système informatique quelquefois, ça vous pourrit la vie pendant 6 mois, 1 an. Et c'est vrai que ce sont des conditions du coup de travail qui sont dégradées. Et puis, bah, les entreprises aiment bien trouver un coupable. Et c'est toujours un petit peu difficile, donc ce moment de suspicion qui déstabilise un petit peu l'organisation, ou alors qui peut mettre en valeur cette solidarité Et oui. si vous êtes sur un projet d'entreprise avec des personnes qui s'apprécient beaucoup et qui vont se souder et pas se débarrasser du problème sur les pauvres informaticiens qui ne sont qu'une partie de la solution, puisque vous l'avez bien compris, bah, derrière, notamment, il y a les juristes, mais il y a aussi les opérationnels. Et comment est-ce qu'on va parler aux clients? Comment est-ce qu'on va rassurer les fournisseurs? Comment est-ce qu'on va finalement assumer le fait que cette cyberattaque, ça peut arriver à tout le monde, et deux, ça peut même permettre de faire progresser l'entreprise. Et je préciserais même que une entreprise qui est victime d'une cyberattaque, il va se passer une réunion en fait entre deux mondes qui se parlent pas forcément et qui se comprennent pas toujours, qui est le monde du technique, de l'informatique en général, et tous les autres départements qui sont pas forcément informatiques, mais qui utilisent l'informatique en tant que support. Et pendant justement une attaque, on se rend compte que ces deux mondes doivent dialoguer. Et pour éviter, parce que le sentiment de culpabilité qu'il peut y avoir, c'est quand quelqu'un en informatique a besoin de mettre quelque chose en place pour limiter un risque qui peut conduire justement à une cyberattaque, et que il a du mal à avoir du sponsoring des départements qui ne sont pas forcément en informatique. Et en fait, quand ça se déroule, et on l'a eu dans quelques témoignages, quand la personne en informatique, elle culpabilise parce qu'elle se dit j'avais prévenu, j'avais vu les choses arriver, et en fait là aussi, nous, dans l'association, les témoignages, ils servent aussi à ça. Et comme l'a très bien rappelé Delphine et Stéphane, globalement, quand les gens vont lire un témoignage de quelqu'un qui a vécu une situation similaire où justement il dit j'ai pas eu les moyens de faire ci, de faire ça, on m'avait pas écouté à l'époque où j'avais détecté ce risque et autres, ça permet aux gens en fait de se dire globalement c'est la tendance, malheureusement c'est la tendance, c'est comme ça que les choses se passent dans les entreprises, et donc ça permet de se dire ok, je suis pas la seule personne dans ce cas-là, et on essaie un peu de déculpabiliser en fait tout ça. Ouais, je comprends tout à fait. Et du coup,
Je me posais une question. Ces gens qui vous contactent, comment ils vous trouvent, comment ils vous connaissent? Est-ce que maintenant il y a déjà un bouche à oreille qui se fait entre les gens et qui disent ah bah je sais qu'il y a cette association, tu peux leur parler si besoin, etc. Vous le savez ou pas? Alors oui, en fait, déjà on a notre site internet asovica.fr où on a un formulaire en fait de contact où les gens peuvent nous contacter ou contact@asovica.fr Oui. pour ceux qui peuvent aussi nous contacter par mail. Et sinon, on est assez jeune, donc notre stratégie de com pour l'instant, c'est beaucoup de LinkedIn, beaucoup de publications sur LinkedIn et se faire connaître du milieu en général. Après, on est tous des passionnés dans nos domaines, donc de toute façon, on parle beaucoup de notre association aussi autour de nous, et on n'est pas tous au même endroit. Moi, je suis dans l'Est, on en a aux régions parisiennes, on en a un peu partout, ce qui nous permet aussi de pouvoir toucher plus de personnes. Et voilà. Et du coup, est-ce que sur ce maillage territorial, vous voyez des régions qui vous contacteraient plus que d'autres ou pas? Ou non? Non. Non, il y a Non, pas non, de... non. Alors, je crois que en lien aussi avec la question d'avant, enfin, je crois que il y a un gros travail de terrain fait par tous les membres de l'association, donc qu'ils soient membres du bureau, du conseil d'administration ou de simples adhérents. Il y a un gros travail de terrain et donc d'influence, d'approche aussi des victimes. Et non, je pense pas que non, enfin dans tous les témoignages qu'on a fait, enfin ça vient de tout le territoire national. Il n'y a pas une région qui malheureusement est épargnée. Non, il y a pas de typologie en plus Non, d'entreprises non. dans les clients que l'on a. Il y a autant de grands groupes que Ouais. de TI. Le côté régional, il n'y a pas énormément de différence. Il y a une chose, et comme je suis du côté des juristes qui sont les plus hermétiques, peut-être par définition à la technologie, en tout cas en majorité, on ne peut pas dire que dans nos études, on nous est sensibilisé à la tech. C'est certainement ces difficultés de langage, de communication, même si les juristes ont eu à s'informatiser, à digitaliser un petit peu leurs pratiques. Ils sont pas forcément amis et ils savent pas forcément parler avec les informaticiens. Et la différence que l'on peut avoir, c'est peut-être ça, c'est la capacité que les gens ont à dialoguer plus ou moins bien avec leurs responsables informatiques, leurs équipes informatiques, et les expériences qu'ils ont pu avoir dans des chantiers, notamment transverses, à pouvoir être un petit peu plus familier. Et la différence, elle est peut-être là. C'est en fait l'accessibilité qu'il peut y avoir pour l'ensemble de l'entreprise à l'informatique. Est-ce qu'on considère on travaille avec les informaticiens ou que les informaticiens sont à votre service? Et c'est peut-être ça, en fait, la ligne de Oui. lecture que l'on peut avoir et les différences que l'on peut avoir entre les différentes entreprises. Après, comme toutes les situations individuelles sont très différentes, l'initiative de Delphine et de l'équipe de constituer un livre blanc à partir de ces témoignages, je trouve est extrêmement intéressante parce que c'est certainement ce qui fera à la fois la visibilité de notre organisation, de l'association. C'est certainement aussi ce qui fera que les gens auront envie de se confier parce que c'est pas facile de croire qu'il y aura un anonymat quand on vient raconter son histoire. Et puis c'est vrai que lorsque vous la racontez avec un petit peu de détail, peut-être que les gens peuvent imaginer quelle est votre organisation et essayer de vous débusquer. Ben, je crois que la réussite de l'association, ce sera mettre en confiance les personnes qui vont pouvoir contribuer. Et l'avantage d'un livre blanc, c'est que c'est quelque chose d'assez neutre. En tout cas, on ne retrouve pas les personnes qui sont derrière les témoignages qui permettent de mettre en avant les idées qui sont défendues dans ce livre blanc. Et je crois que c'est un élément, Delphine, je parle sous ton contrôle, mais assez structurant sur la suite des événements. Alors, avant d'en arriver au livre blanc, juste pour confirmer avec vous, quand on vous contacte, on peut demander à être anonyme. Ça, c'est tout à fait Oui. possible. Ouais, voilà. Oui, ça fait partie de nos règles en général. C'est globalement l'anonymat, on peut demander à la limite le secteur d'activité, Oui. mais voilà, pour que justement les autres membres puissent chercher les témoignages dans le secteur d'activité. Mais on essaie justement d'avoir plusieurs regards sur les témoignages avant de les publier, avant de les avoir, pour éviter que ça puisse forcément,
être relié à une organisation ou quoi que ce soit, ou à une C'est attaque ça, qui ou vient à d'avoir lieu. quelqu'un, ouais. Ouais. Ok, super. Bon, du coup, bah voilà, le livre blanc, Stéphane, vous étiez en train d'en parler. Donc, en vous basant sur tous les témoignages que vous avez recueillis, vous avez eu envie de les rassembler, de les analyser dans ce livre blanc. Est-ce que vous pouvez déjà me dire dans les grandes lignes quels sont les principaux constats du livre blanc? Et puis, est-ce que vous, dans ce livre blanc, vous allez aussi proposer des pistes de solutions pour faire face à cette charge mentale des équipes? Et si oui, quel genre de solutions? Alors, je vais prendre le relais sur le livre blanc. Alors, je pense que effectivement, on l'a dit, donc l'anonymat, c'est vraiment dans l'ADN de l'association pour faciliter la libération de la parole, hein, et que donc il y a ce besoin, effectivement, de rendre visible ce que les victimes ont pu partager avec nous. Donc, je crois que la vocation, déjà, c'est de rendre visible des choses, de rendre public un certain nombre d'éléments que l'on n'entend pas, hein, à l'heure actuelle. Et on va aller aussi au-delà, hein, en termes, quand on parle de cybermalveillance, on est très large. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de témoignages d'entreprises qui ont été victimes d'usurpation d'identité, par exemple, qui est quelque chose dont on parle un petit peu moins, hein, mais qui est tout aussi violent et tout aussi désagréable pour les organisations qui en sont victimes. Donc vraiment, l'idée, c'est de rendre visible, hein, et public des éléments, des trouvailles, je veux dire, dans les témoignages que l'on entend peu, voire pas du tout sur la place publique. Et puis, bien entendu, c'est de pousser à l'action, hein, parce que c'est bien de faire le constat, hein, mais après, derrière, il va falloir pousser à l'action un certain nombre d'interlocuteurs. Donc, c'est vrai que dans le livre blanc, il va y avoir 2 chapitres, hein, comme il y a 2 grands objets dans l'association. Il va y avoir effectivement un chapitre lié aux victimes, donc organisation victime d'actes de cybermalveillance, mais aussi un axe sur le soutien à la profession. Je pense que ce que l'on peut déjà dire sur la partie victime professionnelle, vraiment, ça va être ces éléments déjà sur le facteur humain. Vraiment rendre beaucoup plus visible le fait que ce type d'acte donc qui va toucher une organisation, ça va avoir un impact sur les hommes et les femmes de l'organisation qui est colossal. Qui est colossal dans ce que les équipes vont traverser, mais qui est aussi colossal dans le après. Hein, on a des gens qui mettent de longs mois à s'en remettre et voir effectivement des personnes aussi qui ont pu se mettre en danger personnel dans la suite de ces événements d'entreprise. Donc je pense que ça, il faut vraiment le mettre en avant pour que derrière, effectivement, il y ait des actions. Alors, à la fois pour déculpabiliser, parce qu'effectivement, déculpabiliser va sans doute permettre effectivement que des personnes n'aillent pas trop loin dans cette mise en danger personnelle. Ça va être effectivement des choses sur cette lutte collective. Clément en a parlé, hein, c'est dire on n'est pas seul, c'est parce qu'il y en a d'autres et on va bénéficier de l'expérience d'autres, comme Stéphane l'a mentionné, donc on va se sentir plus fort. Hein, donc je pense que là, il va y avoir pas mal de choses dans ces directions-là. Il va y avoir des choses en direction des assurances, en direction des forces de police, de tout ce qui est aussi action judiciaire, hein, pour aussi accueillir ces victimes sans doute un peu mieux à l'avenir. Donc ça, c'est toute la partie qu'on peut commencer à dessiner, hein, sur cette partie victime professionnelle. Et sur le soutien à la profession, si ce commence à se dessiner, c'est vraiment des éléments sur la formation et le recrutement. De dire que, et comme c'est vrai que dans la profession cyber, on est en pénurie de talents, donc il y a énormément de choses qui sont faites pour attirer des jeunes ou des moins jeunes sur ces professions-là, on va dire des gens aussi plus expérimentés. Mais attention, travailler dans la cybersécurité, c'est pas neutre. C'est une profession qui a en matière de risques psychosociaux, ça peut être assez lourd. Donc déjà, quand on rentre dans ces formations et qu'on recrute dans ces postes-là, il y a sûrement un point d'attention à avoir sur les personnalités. Hein, donc des personnes qui rentrent en formation ou des candidats, hein, pour s'assurer qu'elles vont être effectivement suffisamment fortes psychologiquement pour affronter un certain nombre de choses. Et puis bien entendu, il va y avoir un autre axe en direction des ressources humaines, hein, de toutes ces entreprises donc, qui emploient des professionnels de la cyber, hein, que ce soit le core business de l'entreprise ou que ce soit effectivement un département de l'organisation, pour effectivement se préoccuper, hein, de ces personnels qui sont sur ces fonctions-là. Et faire rentrer dans des catégories, hein, qui sont identifiées dans les directions des ressources humaines, hein, sur une population
à risque sur lequel effectivement il va falloir avoir des actions de soutien, de supervision, hein, pour s'assurer qu'elles ont que les personnes ont tout en main aussi pour naviguer dans leur environnement professionnel en toute sérénité. Hein, donc il va y avoir des axes sur ces thématiques-là. Et vous savez quand est-ce qu'il sera publié déjà ou pas? Alors, on a un objectif de publier au mois d'octobre. Le mois Ok, d'octobre, c'est le mois de la cyber. ouais, exactement. Ok. On a un gros boulot là Un bel été qui se prépare de ouais, travail. non, mais de formaliser les témoignages, mais surtout de les consolider. Voilà, déjà quelques lignes directrices, moi, que j'ai en tête de par les témoignages que j'ai Oui. recueillis. Mais moi, je ne suis pas la seule à avoir recueilli des témoignages. Clément, Stéphane et bien d'autres dans l'association en ont recueilli. Donc, il faut effectivement synthétiser tout ça. Il y a pas mal de boulot. Ouais. Puis après, il faut Et grâce à votre podcast, on va en avoir plus. Bah exactement. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu envie de peut-être de reproduire chaque année finalement, comme il y a un peu le panneau crime qui sort chaque année, d'avoir le panneau victime ou Eh ben, c'est une excellente idée. Voilà. On n'y a pas encore pensé. pour l'année prochaine? Si Pour être Stéphane sûr d'avoir du temps. déjà en tête. Ouais, si on avait, en fait, au départ, on a beaucoup phosphoré, donc ça Oui. allait des alcooliques anonymes version cyber Ah oui. à remettre du type d'attaque. La seule chose, en fait, vous l'avez compris, c'est qu'il faut d'abord délier les langues. Ouais, tout à Et fait. en fait, la réussite de l'association, ce sera certainement le jour où on pourra faire ce type d'opération, c'est-à-dire monter sur scène et avec une certaine fierté dire j'ai passé une cyberattaque et j'en suis devenu meilleur et je vais vous aider vous aussi à affronter cette réalité. Et de toute façon, ça fait partie de la vie et je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie de la vie. Mais en tout cas, on pourra le faire avec beaucoup plus de liberté, de courage et de bienveillance, peut-être aussi des gens qui sont en face de nous. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on puisse avoir, et je crois que même le gouvernement serait très content d'avoir ce type d'aide, euh, quelque chose de plus officiel sur le baromètre des attaques et des réussites ou pas. Et pour le faire au niveau de notre cabinet, régulièrement, en fait, on échange avec nos prestataires, avec nos informaticiens, pour sensibiliser les avocats et leur dire, en fait, parce qu'ils s'en rendent pas compte, on ne voit pas les différentes attaques qu'il peut y avoir et qui ont été déjouées, le type d'attaque, sachant que là, je vous parle de toute la partie informatique, mais il y a toute une partie que Delphine commençait à aborder sur des fraudes diverses et variées, mais qui vont aussi dans ce qui est physique, dans la pénétration des locaux, enfin, quelquefois des réflexes que l'on doit retrouver et qui sont éloignés de votre ordinateur. Et en fait, c'est tout ça qui doit plus rentrer dans les mœurs, alors que l'on vit tous les jours avec un ordinateur et un téléphone mobile. Comment est-ce qu'on peut arriver à masser les épaules? Alors nous, on a les populations peut-être les plus difficiles, les avocats, même si les nôtres sont plutôt, paraît-il, en avance par rapport à d'autres. C'est vrai que ce sur quoi on travaille nous y sensibilise un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas notre univers premier, c'est pas notre éducation. Et donc, il y a vraiment un rôle de prévention qui est extrêmement fort et qui, je trouve, passe par l'exemplarité. Ouais. Et puis parler de ce qui est arrivé, de ce qui n'est pas arrivé, pour en fait lever un peu les tabous, j'imagine, autour de tous ces événements. Le fait de les banaliser, comme vous dites, fera que un jour, si ça se produit, on aura peut-être moins de mal à en parler. Les tabous et puis aussi prendre les bonnes idées. Nous, on découvre encore, lorsqu'on intervient, que des sociétés n'ont pas revu leurs différents contrats pour vérifier qu'il y avait des clauses d'audit périodiques vis-à-vis de leurs fournisseurs, qu'il y avait des clauses liées aux cyberattaques dans toutes leurs relations contractuelles, que ce soit avec leurs fournisseurs, leurs clients, enfin que ça faisait partie du paysage aujourd'hui. Ouais, ouais. Et donc, on a toujours cette surprise. Alors, après, c'est le flux de l'activité au jour le jour, les équipes qui souvent sont sous-dimensionnées. Il y a plein d'excuses ou De choses qui font qu'on ne fait pas les choses quand on devrait les faire, quoi, finalement. c'est toujours, enfin, l'objectif d'une entreprise, c'est de faire rentrer du chiffre d'affaires et de la marge, hein.
Donc le burden administratif, en tout cas, ça peut être interprété comme tel. Vous savez, c'est le même problème qu'une assurance vie, hein. Vous Ouais, la souscrivez, vous n'en voyez pas le résultat, sauf le jour où ça arrive. exactement, exactement. Et comment est-ce qu'on peut vous soutenir? Comment on peut soutenir l'association? Est-ce qu'on peut adhérer? Si oui, qui peut adhérer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ah Alors, ben, non, peut-être. Alors, comment on peut soutenir l'association? Bah, tout simplement, oui, en adhérant, mais pas que. On peut tout simplement venir discuter avec nous ou voilà, vouloir apporter sa petite pierre à l'édifice. Qui peut adhérer? Tout le monde. Bien sûr, faut que ça reste des personnes qui soit ont vécu une cyberattaque, soit sont intéressées par ça. Et voilà à peu près On n'a pour qui on peut n'a pas adhérer. besoin d'être un professionnel de la cyber, par exemple, pour adhérer à Non, l'association. non, non, Mais il faut, comme vous on dites, a, avoir de près ou de loin quelque chose à voir avec le sujet, quoi. ouais, ouais, ouais. En fait, c'est comme notre bureau. En fait, on est pluridisciplinaire. On a vraiment des gens de tous horizons. Vous voyez, Stéphane, avocat. Moi, je suis dans la partie un peu plus gouvernance technique. Delphine a sa société. Enfin, vraiment, on a plusieurs voies, plusieurs types de voies, ce qui nous permet justement de pouvoir voir les choses sur différents aspects et c'est bien utile. non, Amandine, ce qui se passe, c'est que les informaticiens sont structurés depuis un moment, ou en plus pas mal de clubs qui les réunissent, où ils peuvent, je l'espère, parler librement, comme chaque corps de métier, les formateurs, les avocats, les juristes d'entreprise. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est autour d'une problématique, réunir des gens qui, entre guillemets, ne sont pas du sérail, en tout cas pas uniquement. Et donc l'intérêt de l'association, c'est justement d'être ouverte à des populations qui sont mixtes et qui sont curieuses, qui vont pouvoir partager leur manque de connaissances dans un environnement qui va être bienveillant et qui va leur permettre d'acquérir ces différents éléments. Et je pense que les informaticiens qui sont avec nous, je parle sous le contrôle de Clément et Delphine, mais vous avez eu un échantillon quand même, sont des gens qui ont envie de communiquer et de partager, de donner les codes à des gens qui ne sont pas de leur sérail, pour arriver justement à augmenter, comme on travaille sur le niveau de culture juridique, fiscale et sociale d'une entreprise, travailler sur le niveau de culture numérique d'une entreprise pour la protéger justement des cyberattaques. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est d'avoir une grande diversité des populations qui peuvent rejoindre cette association, à la fois en termes de taille d'entreprise et à la fois en termes de profil d'individu. Et l'idée d'être justement autour de la technique, l'idée défendue par Delphine, elle est trop modeste, elle ne vous a pas parlé des ateliers qu'elle organisait de cela, vivez en direct une cyberattaque, ben c'est vrai que quand vous faites ça, vous progressez parce que vous n'imaginez pas les conséquences que cela peut avoir sur votre travail. Et chaque individu est assez égoïste et donc ne voit que la conséquence sur son travail. Et donc quand vous voyez que vous savez que vous utilisez tous les jours un ordinateur et un téléphone mobile qui est connecté souvent sur le même réseau, ben c'est vrai que le jour où ça tombe en rideau et que vous avez votre travail à continuer, ben il faut de l'imagination et il ne faut pas engueuler les informaticiens, c'est trop tard. Oui. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est tout ce qui est autour de cela. Et moi j'ai découvert en fait la difficulté psychologique et la pression qu'il pouvait y avoir sur les responsables des services informatiques. Moi, j'ai pendant 3 ans eu comme voisin chez De Gaulle le patron de l'informatique et j'ai eu plein de discussions incroyables que je n'aurais peut-être pas eu si on n'avait pas été voisins et si on n'avait pas pris des cafés ensemble. Ben, c'est venez prendre des cafés avec des gens qui ne sont pas les vôtres en plus. Donc c'est encore plus facile de poser vos questions. Et c'est un Oui. petit peu ça l'idée de l'association. De construire des ponts entre finalement tous les techniciens, les spécialistes de la cyber ou de l'informatique, et puis, comme vous disiez, les autres métiers qui imaginent pas, enfin aussi, qui imaginent l'impact de la technique sur leur travail, mais pour en tout cas permettre à tout ce monde de se parler et puis d'être plus fort pour faire face à une crise.
Oui, oui, tout à fait. Et pour compléter ce qu'a mentionné Stéphane par rapport à nos adhérents, qui peut nous soutenir, qui peut nous rejoindre, c'est vrai qu'on a aussi, comme le facteur humain est quand même au cœur du sujet, on a de plus en plus effectivement de personnes qui nous rejoignent, qui sont vraiment des spécialistes du sujet, hein, comment on va gérer le stress, comment on va identifier des gens qui sont enfin, qui commencent à montrer des symptômes qui les emmènent vers du burn-out. Et ça, c'est vrai que c'est aussi, c'est des vraies professions. Hein, donc, on a une art thérapeute aussi dans nos adhérents. Voilà, on a des coachs et voilà, on a aussi des gens qui viennent de la profession financière. Donc, en fait, qui peut adhérer n'importe qui est intéressé par le sujet, comme l'a dit Stéphane, et effectivement des profils divers aussi, comme il l'a expliqué, c'est aussi très important pour adresser toute cette complexité qui a trait à l'humain et à notre relation aussi à l'outil numérique. Eh oui. Et pour conclure, une dernière question, peut-être qui va répéter ce que vous avez dit déjà avant, mais qu'est-ce que vous aimeriez dire aux professionnels, aux gens qui nous écoutent, qui ont été victimes ou qui sont en ce moment en train de vivre une crise due à une cyberattaque ou un acte de cybermalveillance? Qu'est-ce que vous aimeriez leur transmettre comme message qui Qu'ils retiennent ne sont pas seuls, Ouais. qu'ils ne sont pas seuls et que ouais, qu'ils ne sont pas seuls et il faut rester faut rester focus en fait sur ses objectifs et globalement il faut pas que la crise dans un milieu professionnel risque d'impacter justement le côté psychologique qui lui euh, est dans les deux côtés, le côté professionnel, le côté personnel, et il faut se mettre une limite en fait, et voilà, se dire que d'autres personnes ont été ou vont être dans la même situation, et qu'on n'est pas forcément responsable quand on subit ce genre de désagrément. Ah oui. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, Stéphane, Delphine, qu'on n'aurait pas eu l'occasion de mentionner pendant cette interview? Moi, juste, c'est par rapport à votre dernière question, Oui. Amandine, que je trouve très pertinente. C'est vrai qu'on est devenu très dépendant, donc par définition très vulnérable. On est très dépendant à l'outil numérique, et finalement aussi un des conseils, c'est de se réinventer sans l'outil numérique, qui est quelque chose dont Clément et Stéphane ont parlé. C'est vrai que la résilience, ça fait aussi partie des éléments de résilience. Hein. C'est comment effectivement aujourd'hui on est encore capable de travailler sans l'outil informatique. Il y a des vraies impossibilités dans certains secteurs, mais finalement remettre un peu de distance par rapport à l'outil numérique. Hein. Ça reste un outil. Et donc, je pense que aussi par rapport à notre sujet de la victime, on aura des victimes qui seront moins touchées, aussi parce qu'on a cette capacité à remettre l'outil numérique à sa bonne place, j'ai envie de dire, à une place peut-être moins envahissante, sachant que j'ai tout à fait conscience que c'est pas Oui, très simple. c'est ambitieux, mais en tout cas, il faut le dire. Et il faut reprendre de que... la distance, voilà, Ouais, un ok. petit peu par Bon, rapport à ce c'est un sujet. un vaste programme ambitieux. Je sais pas si Stéphane, toi aussi là-dessus, tu as un mot de la fin. Exactement. Alors, un mot de la fin. Je pense que cet outil digital, comme le disait Delphine, dont on est dépendant, euh, ça peut être une opportunité le jour où il est en rade, de retrouver en fait certains réflexes que nous avions. Se réinventer. Je suis d'un âge qui fait que j'ai débuté avec les premiers Mac. Donc, j'ai vu ce que c'était avant et après. Et en fait, c'est d'avoir toujours le backup et de pouvoir continuer à travailler, alors pas de manière aussi efficace, mais pouvoir continuer à travailler et être conscient de l'impact du digital sur notre travail et notre productivité. Il y a notamment un exemple que Delphine montre souvent, qui est celui d'une boîte de logistique qui vous explique comment, avant une cyberattaque, elle est capable de vous charger un camion en 1 minute, Ouais. et comment, après une cyberattaque, et donc la remise à niveau du personnel pour pouvoir recharger des camions à la main, il faut plutôt 2-3 jours. Et en fait, c'est ça, c'est d'être conscient en fait de ce
qu'on a comme service grâce au digital et grâce aux informaticiens qui le font fonctionner. Et d'un autre côté, être malgré tout capable de pouvoir reprendre la main et de le faire à plusieurs, parce que là, vous êtes obligé de revivre l'aventure humaine qui est celle de l'entreprise. Et comme le disait Delphine, d'avoir des outils qui sont à votre service. C'est d'abord l'aventure humaine qui fait la performance de l'entreprise. C'est bien dans les situations de crise que vous allez voir où est la plus grande solidarité humaine. Donc, c'est vrai que Clément tout à l'heure disait vous n'êtes pas seul. Je dirais ça peut même vous faire du bien et vous pouvez ressortir plus fort si vous êtes toujours vivant. Bon, bah, un beau message d'espoir pour la fin. Finalement, on peut en ressortir plus fort si on est en groupe et si on est ensemble. Et ben, merci Stéphane, merci Delphine, Clément d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Moi, je suis vraiment contente qu'on ait pu mettre en lumière aujourd'hui, grâce à vous, les victimes professionnelles, celles, comme vous dites, qu'on entend peu ou pas assez parler sur ces cyberattaques, sur ces actes de cybermalveillance. Donc j'espère vraiment que ça pourra aider ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être connu une situation similaire ou qui connaissent une situation de ce genre-là. Donc merci à vous. Et puis merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. À la prochaine pour un nouvel épisode de Human Hack. Merci Merci, Amandine. Amandine. Merci, Au revoir. Amandine.